il y a une autre notion que je trouve très intéressante, c'est chez Aldo Leopold, je ne sais pas si vous voyez un truc qui est un forestier en fait, américain, mais aussi un penseur, qui a écrit ce livre qui s'appelle Almanach d'un comté des sables. Intéressant. Lui, il emploie le terme de communauté biotique. Et donc, il essaie de trouver un concept qui ne fasse pas la distinction justement entre les éléments de la société et les éléments de la nature. Il dit qu'il faut appréhender le monde comme une communauté biotique dans laquelle il met bien sûr des animaux, la flore, le sol lui-même, l'air, l'eau et pardon. Alors lui dit biotique, mais on pourrait dire symbiotique aussi. Et je pense que pour les communs, c'est la porte de sortie en fait. C'est-à-dire que dans la théorie des communs, en fait, il faut supprimer l'élément de la ressource. C'est-à-dire que le simple fait de se référer à ce mot, comme je l'ai fait au début, je vous ai dit, le simple fait de l'avoir dit m'a entraîné à tirer une pelote qui reconstruit entièrement le paradigme dualiste. Donc en gros, si vous voulez sauver la théorie des communs d'elle-même, parce qu'elle est quand même, je trouve qu'il y a un vrai danger, si vous voulez, à rester sur ces positions-là, vous devez supprimer la ressource et considérer que ce qui était des éléments non humains rentre dans une communauté biotique. Et là, on tombe dans une sorte, alors c'est pas tout à fait comme ça que Foucault l'entendait, mais dans une sorte de biopolitique où vous devez réintégrer sur la scène politique et dans les processus politiques les non-humains, et là, ça nécessite de faire un nouvel appareillage institutionnel, parce qu'on n'a pas du tout actuellement les institutions, notamment dans notre droit, on va voir tout à l'heure, qui nous permettent de faire cette réintégration politique des éléments non-humains. Et chez Latour, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Il dit, vous savez, dans ce livre-là, nous n'avons jamais été modernes. C'est-à-dire, en gros, c'est le programme de la modernité qui était de séparer la société et la nature, a toujours été une sorte d'illusion, de récit que nous nous sommes faits, mais dans la réalité, tout est fait de collectifs hybrides d'humains et de non-humains. Et il dit, par contre, vous avez deux processus. Vous avez des processus, il appelle de médiation, qui construisent, qui tissent ces collectifs. Et vous avez ensuite des processus de purification qui, symboliquement, nous font oublier que nous sommes environnés constamment de non-humains et qui nous font reconduire la rupture entre les deux mondes. Si vous regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure chez Ostrom, c'est ce qu'elle fait en fait. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle observe, c'est des collectifs entremêlés d'humains et de non-humains. Une forêt dans laquelle vivent des humains, c'est ça. Des pêcheurs qui pêchent des poissons, c'est ça. C'est des collectifs inextricablement emmêlés d'humains et de non-humains. Et elle vient derrière avec sa théorie, et elle fait un processus de purification qui resépare les deux. Et qui nous permet de ne pas voir justement ces enchevêtrements sur le terrain d'humain et de non-humain. Et elle le fait en plus dans une perspective occidentale, parce qu'elle amène tout l'appareillage de l'économie, qui nie en fait l'ontologie dans laquelle les populations sur le terrain étaient. Parce que les populations sur le terrain, elles n'avaient pas cette vie. Si vous allez dire à quelqu'un, là, tu vois, en Amazonie, vous allez voir une population qui est dans une forêt, si vous nous dites que vous êtes en train de gérer une ressource, je pense que le terme même sera difficilement compréhensible. Voilà, c'est ça. Il y a un très très gros problème. Et en fait, donc, avec tout l'énorme mérite qu'on peut attribuer à Ostrom, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail, il y a un malaise ontologique profond dans cette vision. Et comme c'est quand même le paradigme sur lequel se construit une très grande partie de la théorie des communs et de l'usage des communs, soit on règle ce problème à la racine, soit en fait on s'engage dans un chemin qui peut-être ne mène nulle part ou reconduit exactement le problème dont on voulait s'extraire. La nature aussi, c'est un concept dont beaucoup, évidemment, souhaitent aujourd'hui se passer parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans telle ou telle langue ou chez telle ou telle population ou linguistiquement ou en termes de concept. Et ça, c'est effectivement tout à fait problématique aussi. On peut considérer que la nature, comme le font certains, c'est une vision aussi politique des choses, de répartition justement de la parole autorisée, entre justement, si on pose la nature, la société d'un côté, la nature de l'autre, les porte-paroles de la nature qui vont être les scientifiques, etc. Et puis on a tout un ensemble de conséquences qui peuvent découler derrière. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas renoncer à la nature, qui vont chercher dans l'idéalisme allemand de quoi faire une philosophie de la nature aujourd'hui, mais c'est très compliqué, donc bonne chance, mais c'est une piste de recherche intéressante. Mais au-delà de ça, c'est un concept quand même très problématique. Mais par ailleurs, je pense qu'un point important à se dire aujourd'hui, c'est pas, et toujours dans l'effort de défolkloriser finalement la réflexion, on ne va pas arriver, je pense, à se dire on va substituer une forme idéale finalement à la ressource, au commun, etc. Parce que de toute façon, c'est un peu le paradoxe,
C'est dans Guattari, Bruno Latour dit on a eu un développement qui était le globe, orienté vers le globe, qui pouvait absorber la mondialisation, la production, les échanges, etc. Et d'une certaine manière, maintenant il faut le faire atterrir parce qu'on n'a plus les moyens de faire durer ce monde-là. Sauf que donc, ce monde-là n'a jamais existé comme monde viable, on s'en rend compte maintenant à l'heure de l'Anthropocène, de l'effondrement, sauf qu'on l'a fait exister pendant 250 ans. Donc on en hérite quand même, il n'a jamais existé, mais on en hérite quand même. D'où le paradoxe. Donc ça veut dire que la nature qu'il faut faire émerger aujourd'hui, c'est pas la ressource, mais de fait elle est tramée par la ressource, par un usage de 250 ans où on a traité les choses sur un mode extractiviste, sur un mode de ressources. Donc c'est pas une théorie idéale en substitution à l'idée de ressources qu'on va pouvoir ici faire émerger, c'est une théorie où effectivement il faut redevenir terrien, mais en même temps il faut hériter de ce globe que l'on a produit pendant 250 ans, et donc ça veut dire que c'est pas la ressource, mais on ne peut pas non plus faire disparaître les ressources non plus complètement, même si conceptuellement on le veut, mais il faut hériter des conséquences de cet usage aussi de la Terre. Alors donner un autre nom évidemment, pas les encourager, mais quand même en faire quelque chose. Même si on a changé complètement et qu'on est dans quelque chose d'immatériel, on garde une appréhension extractiviste du monde, et dans les deux cas, l'idée que je défendrai ici, c'est qu'on n'arrive pas à faire monde de manière soutenable, on n'arrive pas à avoir de capacité à subsister si on a ce type de représentation et ce type de pratique. Juste peut-être pour dans Où atterrir, Bruno Latour, il explique que le concept de ressources, il est intrinsèquement lié à un paradigme économique et à la manière dont la science économique s'est construite. Il dit que c'est inséparable d'un système de production, là où nous devons nous donner les moyens de penser un système d'engendrement. Pour lui, l'engendrement, c'est quelque chose de très différent de la production, en fait. Parce que si vous voulez, l'engendrement, c'est quelque chose qui produit les êtres, et, alors que la production, c'est quelque chose qui produit des produits, justement, dans un système de fabrication. Et donc, moi, ça me paraît très difficile de garder le mot ressources sans tomber dans les facteurs de production et à séparer ça de tout ce processus. C'est pour ça que moi, je trouve que, tant que vous voyez un arbre, du bois à utiliser comme une ressource, je pense que, comme disait Alexandre, les dérives seront inhérentes à ce mode d'appréhension. L'homme est une ressource. Alors moi, justement, c'est là où on voit la difficulté, parce que le concept même de ressources humaines, par exemple, on voit très bien les dégâts considérables que ça fait, parce que les entreprises considèrent les humains comme des entrants, justement, dans le processus de production. Il y a un processus d'objectivation. C'est très... je vois difficilement comment on peut rester sur ce terrain. C'est pour ça que dans l'histoire de la communauté biotique, si vous considérez que, je dirais que l'arbre est un membre de la communauté au même titre, d'ailleurs, que le sont d'autres humains, alors pas au même titre sans doute, mais un membre de la communauté à considérer, je pense que ça change tellement votre appréhension de la relation que vous avez justement avec cet être, que là, vous pouvez partir dans une direction complètement différente. Bon, la question du droit, elle est assez centrale. C'est pas pour rien que la section des droits de la nature est très présente. Bon, pourquoi est-ce qu'elle est très centrale? Parce que si vous voulez, là, il ne faut pas caricaturer l'Occident aussi, mais dans le droit occidental en général, et dans le droit français en particulier, vous avez un vecteur majeur d'asymétrie. Parce que le droit reconnaît, sépare les choses, sépare les éléments du monde entre d'un côté des personnes et des choses. La qualité de personne est pour l'instant réservée uniquement à des humains, personnes physiques ou à des groupes non humains, ce qu'on appelle les personnes morales. Tout le reste est rejeté dans la catégorie des choses. Les seuls qui peuvent être titulaires de droit, ce sont les personnes. Les choses sont des objets qui peuvent devenir donc des objets de droit. Et ça vous, si vous voulez, fossilise ce grand partage entre d'un côté les humains et les non-humains, et ça réduit juridiquement les non-humains, justement, des éléments passifs, et les humains sont les seuls à avoir des moyens qui peuvent mobiliser activement, notamment en justice, ce qui est, ça s'en vient des Romains, le moyen majeur d'activer les droits, c'est le passage en justice. Donc voilà, ça c'est le schéma global, et c'est là où justement quand vous avez en Nouvelle-Zélande une loi qui attribue la personnalité juridique, qui en fait donc un potentiel titulaire de droit à une rivière, alors ils ont fait ça aussi à une montagne, il y a la rivière Wanganui, ils ont fait ça au mont Taranaki,
Et on le voit apparaître dans différentes aires géographiques. Hein. Vous avez une décision de justice qui a fait la même chose pour le Gange et un affluent, la rivière Yamuna. Alors en fait, ça n'a pas été jusqu'au bout. Hein. La Cour suprême d'Inde a en fait rejeté ça. Elle a dit il faut que ce soit établi au niveau législatif, on ne peut pas faire ça avec une décision de justice. Mais vous avez ça en Colombie aussi. Il y avait une partie de l'Amazone qui s'est fait reconnaître la personnalité juridique. Et vous avez surtout dans les constitutions de certains pays des Andes, hein, l'Équateur et la Bolivie, ce qu'on dit souvent par les droits de la nature, c'est ça, hein, c'est la Pachamama, hein, la terre-mère, qui s'est vue reconnaître des droits en fait, dans la constitution de ces États. Alors, tu en parleras peut-être, hein, la Pachamama, c'est pas du tout la nature au sens où nous l'entendons, c'est un concept bien différent en fait, on ne relève pas du tout de la même cosmologie. La question du droit, l'autre chose qu'il faut rajouter, c'est bien sûr le droit de propriété. L'élément le plus symétrique dans nos systèmes, c'est le droit de propriété. Le droit de propriété, c'est par définition un droit dans notre code civil, hein, c'est le droit de disposer et de jouir de la chose de la manière la plus absolue. Une juriste qui s'appelle Sarah Van Uxem ferait le même lien que tu le fais avec la nature qu'on doit violer pour faire révéler ses secrets. Dans le code civil, hein, on nous dit, étrangement, hein, c'est le droit de jouir de la manière la plus absolue des choses. Donc, ce côté de mot jouir n'est quand même pas complètement anodin, hein, ce côté très absolutiste de la possession, hein, et qui va jusque, vous savez, le droit de propriété, c'est l'usus, le fructus et l'abusus. Donc le droit d'abuser de la chose et donc de la détruire même complètement gratuitement, arbitrairement, qui va avec le droit de propriété. Donc il y a des choses dans notre droit occidental, effectivement, qui forcent ce rapport asymétrique et qui sont d'ailleurs, qui se sont agencées comme ça à l'époque moderne, pile au moment où ce grand partage entre les humains et les non-humains se fait. Les communs, historiquement, ont toujours été, si vous voulez, dans la limitation de ce processus-là. Les premiers communs, ce qu'on appelait les communaux, étaient justement des droits d'usage coutumier qui venaient limiter l'emprise des droits de propriété ou qui mettaient des choses en partage dans les communautés, hein, ça pouvait être des champs, ça pouvait être des forêts, et qui étaient intrinsèquement liés au droit à la vie. C'est-à-dire qu'on limitait le droit de propriété sur certains espaces naturels pour garantir le droit à la vie. Alors à cette époque-là, c'était le droit à la vie des humains. En général, les catégories les plus pauvres, qui avaient des droits d'accès à des champs ou à des forêts pour en tirer des moyens de subsistance. À l'époque, la question de la survie des éléments naturels et non humains ne se posait pas. En fait. On n'imaginait pas, par exemple, que les forêts puissent disparaître. C'est plus compliqué que ça, parce que les moines bénédictins, par exemple, ont été des grands déforestateurs. En tout cas, il y avait un lien intrinsèque entre les communs, le droit à la vie et à la subsistance, et une limitation du droit de propriété. Je pense que ça, c'est ce qui fait aussi le retour des communs aujourd'hui. Et le droit à la vie se pose d'une manière beaucoup plus globale, vu que là, c'est l'entièreté du vivant qui peut disparaître, et ça nous oblige à repenser cette question juridique. Je termine juste très rapidement sur le cas, pour moi, je trouve le plus intéressant, ça se discute parce qu'ils sont tous intéressants, mais pour moi, celui de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande est celui que je trouve le plus inspirant. Parce qu'en fait, le législateur là-bas n'a pas donné la personnalité juridique à la rivière. C'est parce que nous, notre mot rivière est encore trop réducteur. Ça renvoie simplement à l'eau ou à la réalité géographique pour une rivière. Dans la loi, en fait, c'est pas la rivière Wanganui qui a la personnalité juridique, c'est une entité qui a un autre nom. Et cette entité, elle exprime l'inséparabilité entre les éléments naturels, enfin biophysiques, on va dire, qui sont la rivière, mais aussi les terres qu'il y a autour, tous les vivants qui sont à l'intérieur, etc. Et certaines communautés humaines, qui sont en fait deux tribus maoris, qui considèrent cette rivière comme étant leur ancêtre, et qui revendiquent depuis longtemps des droits traditionnels dessus. Mais cette loi, en 2017, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a duré plusieurs décennies. Et les communautés maoris ne voulaient pas se voir attribuer la propriété sur cet espace. La loi, d'ailleurs, n'emploie pas le terme. Ce n'est pas une loi, par exemple, qui redonnerait la propriété de ces terres aux Maoris. C'est une loi qui dit on va créer une nouvelle entité qui va représenter votre lien inaliénable
que vous avez avec cet espace. Les terres qui sont autour vont être sorties du régime de propriété, c'est-à-dire qu'elles deviennent elles-mêmes inaliénables, on ne peut plus les acheter ou les vendre. Et on va créer des institutions qui vont représenter ce lien. Donc c'est voilà. La loi institue un lien et met en place des mécanismes pour représenter cette inséparabilité, un principe d'inséparabilité entre des éléments biophysiques et des communautés humaines. Et c'est ça qui fait dire justement à Ferhat Taylan, qui a écrit là-dessus, en fait, ce qu'institue cette loi, c'est un milieu commun. Il dit, c'est un milieu commun qui allie de manière inséparable des humains avec des non-humains. Et pour activer, je dirais, cette liaison, ce lien, il y a des mécanismes qui ont été mis en place, qui est un mécanisme de représentation, qui fait que cette personne qui ont ce lien est représentée par deux représentants, un qui est désigné par les communautés maoris et un qui est nommé par l'État néo-zélandais. Et à eux deux, en fait, ils sont les figures humaines de cet ensemble et ils ont un rôle politique, à la fois à l'intérieur, hein, il y a des instances aussi à l'intérieur du territoire, et ils sont aussi interface avec l'extérieur et donc notamment toutes les autres institutions de l'État néo-zélandais. Alors là, je trouve que ce mécanisme institutionnel, il est intrinsèquement en relation avec. Parce que justement, ce qu'il vise à représenter, c'est pas la rivière en elle-même en tant que. C'est là où en fait, on peut vite tomber dans un piège. Parce que donner des droits juste à une rivière paraît assez finalement limité dans ses effets. Là, en fait, ce qui est représenté, c'est bien le lien qui unit les deux, les humains et les non-humains. Effectivement, il y a des ressources chez Aristote, mais en fait, chez Aristote, lui, il avait trois termes. Il avait les onta pour dire ce qui est, les pragmata pour dire les objets dans l'action, et les crémata qui se rapprocheraient le plus des ressources, mais ce n'est pas les ressources de l'industrie minière, parce que c'est pas exactement une industrie minière à l'époque. Donc déjà, il avait une pluralité pour désigner les choses, il n'y avait pas que le concept de ressources. Donc déjà, si les communs avaient une pluralité, là, on serait plus proche d'Aristote, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, le concept de crémata, c'est pas exactement le concept de ressources tel qu'ensuite il va émerger au XVIIe siècle, et voilà, ensuite avec les économistes, etc. Il n'y a pas d'économie de marché à l'époque d'Aristote. Donc la différence, il n'y avait pas une différence de vocabulaire, au contraire, la proximité ici, elle est au niveau du vocabulaire, mais conceptuellement, il y a des différences. Et au niveau des pratiques, surtout des pratiques, des civilisations, des histoires, etc., là, effectivement, il y a des différences très fortes, et donc il y a des pratiques du monde aussi qui sont différentes. Pourquoi on discute aujourd'hui beaucoup de ces termes-là? On ne discute pas parce que ça nous fait plaisir de discuter de ces termes, même si c'est bien aussi, mais on discute parce que derrière, il y a des pratiques du monde, il y a des manières d'énacter le monde qui ne sont pas les mêmes. Ça me semble un point important. Et effectivement, sur la question des droits, non pas de la nature, mais de telle rivière, où on voit bien ici que c'est même plus compliqué que ça en réalité, il y a un point effectivement qui est important, qui a été mentionné par Lionel, c'est ce qui s'est passé, les expériences andines avec l'Équateur et la Bolivie. Ici, je m'appuie sur les travaux de Diego Landivar et Mini Raminien qui ont étudié ça sur place, en faisant un terrain justement en Bolivie et en Équateur. Et là encore, c'est très différent, c'est-à-dire que visiblement, ce que l'Équateur essaie de faire, c'est de donner des droits, effectivement, plutôt à des rivières, plutôt à des entités discrètes qui deviennent comme des individus finalement, des individus de la nature, et on leur donne des droits. Et on leur donne des droits opposables justement pour se défendre éventuellement d'une usine qui va polluer la rivière, d'une surexploitation, etc. Et dans une optique qui était une optique très opérationnelle. C'est-à-dire qu'il fallait donner des droits justement pour garantir cette opposabilité et pour avoir des résultats au plan juridique. Ça, c'est une première chose, et on voit qu'il y a des répliques un petit peu dans le monde qui sont intéressantes, mais qui sont évidemment discutables par ailleurs. On peut discuter des mécanismes, de la représentation, etc. Ce qui s'est passé en Bolivie est assez différent, puisque en Bolivie, il y a eu l'émergence de la Pachamama, qui est la terre-mère, la déesse-mère, et qui, elle, par contre, ne s'est pas forcément accompagnée de l'émergence de droits pour les non-humains, qui sont des droits aussi techniquement opérationnels que ceux qu'on trouve en Équateur. Et en fait, l'émergence de la Pachamama, ce qu'elle a permis, c'est surtout de faire émerger un cadre dans la constitution bolivarienne, qui d'ailleurs ensuite est un cadre qui a été mobilisé par le gouvernement, par les opposants au gouvernement, donc qui a vécu sa vie et qui n'a pas joué simplement un rôle politique comme ça, de manière unilatérale. Et ce cadre, en fait, a permis de créer une entité, ce que
Diego Rivera appelle un hyper-sujet, une entité, un dieu. Ils ont fait émerger une divinité par un processus constitutionnel et politique, c'est-à-dire ils ont réuni des marxistes, des analogistes, des animistes, des nationalistes, etc., etc. Les marxistes et les nationalistes étant naturalistes au sens des scolas par ailleurs. Ils ont réuni ces gens-là qui ne partageaient pas la même cosmologie autour d'une table, une grande table j'imagine, et ils les ont fait justement discuter, et en fait les uns et les autres ont avancé pour négocier finalement les caractères, les attributs en fait de cette divinité. Donc ils se sont dotés d'une divinité ancrée quand même dans un territoire, dotés d'un certain nombre d'attributs, et d'attributs qui sont aussi des attributs plus ou moins variables, en tout cas auxquels peuvent se rapprocher ces différents groupes. Les animistes vont y voir surtout tel ou tel élément, les féministes vont y voir tel ou tel élément, les marxistes vont y voir tel ou tel élément, les nationalistes vont y voir un élément territorial, de défense de la souveraineté, etc., etc. Mais en fait, cet élément à la fois, cette divinité et cet élément constitutionnel, puisque c'est une divinité qui est dans la constitution bolivarienne, en fait, assure que ces différentes, non pas seulement représentations du monde, mais même pratiques du monde, on y revient, finalement, peuvent coexister, se sont affrontés avec des frictions qu'on imagine, puisque tous n'avaient pas évidemment la même vision des ressources, du futur, du pays, du territoire, etc., etc. Mais ça a permis de créer une entité permettant aux uns et aux autres finalement, de trouver leur place au sein de la Constitution, au sein de la Bolivie, et de repenser finalement le territoire. Et à partir de là, il y a la possibilité éventuellement d'en dériver des droits, mais ce n'est pas l'opération première. L'idée n'est pas d'abord de développer des droits pour les rivières, les différentes entités biotiques, comme c'était le cas en Équateur. L'idée, c'est plutôt de trouver un cadre qui est constitutionnalisé, qui permet de faire dialoguer avec toutes les frictions, c'est pas juste un consensus, tout le monde est d'accord, à travers toutes les frictions, finalement, les uns et les autres. Et c'est à ça que sert finalement la Pachamama. C'est vraiment une diplomatie en termes ontologiques. Il y a une diplomatie ontologique qui est constitutionnalisée dans ce pays qui est la Bolivie. Donc ça, c'est un point extrêmement intéressant. Et un point que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que donc on voit bien sur à quoi ça peut donner naissance, c'est-à-dire des situations finalement qui sont assez hybridées et qu'il faut bien restituer dans leur complexité. J'aime bien le concept d'un commun qui est proposé par Marisol de la Cadena et Mario Blazer, c'est-à-dire l'idée que quand on parle d'un commun, on dit, alors là on voit qu'on est déjà dans un commun, parce que certains ici considèrent qu'il n'y a pas de ressources et d'autres qu'il y a des ressources. Donc déjà on n'a pas un commun complètement, en tout cas on n'est pas d'accord sur la nature du commun. Quand il y a juste le concept de ressources, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, c'est une ressource, il n'y a pas vraiment à discuter. À partir du moment où on complexifie, on se rend compte que effectivement, peut-être que pour les membres de telle ou telle tribu, eh ben, ça va être la rivière, c'est pas une rivière, c'est un élément de leur cosmogonie, de leur cosmologie. D'un autre côté, pour un naturaliste, ça va être une ressource. Et ce qu'on voit, c'est que si ces gens-là mobilisent le droit pour défendre par exemple la rivière, c'est pas parce que leur cosmologie a forcément changé qu'ils ont adopté le droit, parce qu'ils héritent du droit, notamment du droit du colonisateur, et que c'est intéressant parce qu'ils font des opérations extrêmement modernes, extrêmement contemporaines, mais ils vont chercher dans le droit du colonisateur de quoi réintégrer des éléments compatibles avec leur cosmologie, sans forcément que le droit ait pour fonction de traduire directement la cosmologie, parce que le droit ne dit pas ce qui est, il dit ce qui doit être. Donc il dit jamais le monde, il dit autre chose. Et donc ils instrumentalisent d'une certaine façon le droit en l'utilisant pour justement redonner des droits et protéger finalement des éléments de leur cosmologie. Donc à partir de là, il y a trois ontologies qui sont superposées les unes aux autres, avec des effets très concrets. Je ne cesserai d'y revenir jusqu'à mon départ. L'ontologie en termes de ressources, l'ontologie issue de la cosmologie de ces populations, et l'ontologie du droit qui est ici mise à profit pour défendre justement la cosmologie de ces populations. Et donc on doit aussi penser les relations entre ces éléments et voir que ce n'est pas du tout du folklore, mais qu'au contraire ils sont dans des opérations extrêmement actuelles, extrêmement pertinentes, où pour le coup, et j'introduis un dernier concept, d'une certaine manière, ils héritent du droit du colonisateur. Ça ne veut pas dire que le droit traduit leur vision du monde, mais ils voient bien qu'ils doivent faire avec, parce que dans les pays et les territoires ils sont, mais ils n'ont pas le choix, le droit s'est imposé à eux. Et donc il y a cette idée de le mobiliser en utilisant des fictions juridiques, en utilisant cette forme de diplomatie dont je parlais tout à l'heure. Ils font une diplomatie entre l'ontologie du droit, leur propre ontologie, et une manière finalement de protéger ou de donner un autre statut aux non-humains. Et donc je dirais qu'ils traitent le droit comme ce que j'appelle un commun négatif. C'est-à-dire qu'ils héritent du droit du colonisateur qui généralement les emmerde profondément,
pour dire les choses de manière un petit peu triviale, et ils en font autre chose. Ils le mobilisent à d'autres fins. Cette logique d'héritage me semble très importante, juste pour dire, quand je parle de commun négatif, ça veut dire que les communs, c'est pas uniquement des ressources halieutiques, des prairies, des champs, que des choses qui ont l'air comme ça, très sympas, champêtres et magnifiques. Mais demain, si on est sur une planète à plus 8 degrés, hein, ce qui est plutôt l'objectif en 2100 aujourd'hui, enfin l'objectif, le résultat plutôt, les communs, ça vont être plutôt négatif. C'est une rivière polluée, une centrale nucléaire désaffectée, etc., etc. Et donc il va falloir aussi s'en occuper avec des communautés qui vont en hériter, parce que tout le monde ne pourra pas migrer, les gens sont déjà en train de migrer, donc il n'y aura pas comme ça d'externalité ou de lieux protégés où on pourra aller pour s'en protéger, donc il faudra bien vivre avec finalement ce monde qui a été tramé pendant des siècles, avec ses résidus, avec ses ruines, et donc la question c'est comment on va hériter aussi de ces communs-là, et voilà, ça renverse aussi la perspective traditionnelle sur les communs. Mais là je pense que d'ores et déjà aujourd'hui, le droit pour eux est effectivement un commun négatif, c'est le droit hérité du colonisateur. C'est pas du tout quelque chose que normalement ils accueillent, donc ils en font quelque chose, ils en héritent, et donc de ce point de vue-là, c'est un mouvement extrêmement intéressant, pas du tout folklorique. Ce que je voulais dire, ta notion de commun négatif, moi je trouve qu'elle est extrêmement importante, parce que justement elle nous permet de penser du commun vis-à-vis d'éléments qui ne seront pas traités comme des ressources, ou des communautés qui s'organisent justement pour ne pas traiter des choses comme des ressources. Et ça, je trouve ça ça renverse complètement la logique du commun. Il y a certaines catégories, par exemple, de gens qui sont dans le zéro déchet, qui vous disent qu'ils ne veulent pas même de l'économie circulaire, parce que l'économie circulaire produit encore des déchets en nous faisant croire qu'on peut les utiliser comme des ressources, mais qui s'organisent en amont pour ne pas produire du tout de déchets. Et pour faire en sorte, voilà, que justement, qu'on n'utilise pas des choses comme des ressources. Et je trouve que les véganes, en fait, pourraient être vus comme une communauté de communs négatifs, parce que leur but est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exploitation des éléments animaux, et de trouver des pratiques, comme tu dis, des pratiques du monde qui nous évitent d'avoir à utiliser les éléments animaux comme des ressources, en allant jusqu'au bout de la logique. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un terrain très fertile pour nous aider à sortir une certaine vision des communs. J'ajoute juste une dernière chose. Sur le cas de la rivière Ouanganoï nous paraît très éloigné de nous, parce qu'effectivement, on a des populations qui considèrent la rivière comme un de leurs ancêtres. Transposer ça chez nous paraît très compliqué à première vue. Voilà, on a la Seine à côté de nous, je pense que personne ici n'est vraiment parisien, on est très peu à être vraiment parisien, qui va considérer la Seine comme un de nos ancêtres. Importer ça brutalement paraît très compliqué en fait. Mais je vous donne juste un exemple qui me semble qu'en fait, on pourrait ne pas être si éloigné. En Italie, à Naples, qui est une ville des communs, qui a fait beaucoup de choses sur les communs, ils ont fait une institution qu'ils ont appelée Aqua Bene Comuni, au bien commun, qui visait en fait à reprendre, de remunicipaliser la gestion, alors je dis encore gestion, mais remunicipaliser la gestion de l'eau, et faire en sorte que différentes parties prenantes, les plus variées possibles, puissent participer à la délibération sur comment on a une relation avec l'eau. Ça, moi, ça me fait beaucoup penser à ce que Bruno Latour dit quand il dit qu'il faut un parlement des choses. Aqua Bene Comuni n'était pas si loin d'être un parlement de l'eau, en fait, où on allait pouvoir avoir plusieurs visions sur comment on tisse un rapport avec cet élément humain qui est l'eau dans la vie. Donc en fait, les Italiens n'ont pas théorisé de cette manière-là. Ils ont théorisé les communs à partir de la notion de droit fondamental, l'accès à l'eau est un droit fondamental, donc on fait une institution qui le représente. Mais on pourrait très bien considérer que ce qu'ils ont fait, c'est un parlement de l'eau, et donc on voit que dans notre outillage d'institution, on pourrait en fait faire quelque chose qui pour moi ressemblerait assez en fait à ce qui est issu de la loi sur la Ouanganoï. Alors après, ça pose la question de la communauté. Parce que la communauté en Nouvelle-Zélande, évidemment, c'est une communauté traditionnelle qui est fermée en un sens, que les membres de cette communauté appartiennent à des lignées en fait qui... j'imagine que nous, on ne veut surtout pas faire ça en fait. On ne veut surtout pas ancrer des communs de ce type sur des lignées, je dirais, des communautés fermées. Nous, si on l'importe chez nous, il faudra le faire dans des communautés qui sont ouvertes en fait.
plus des communautés d'usage. C'est exactement ce qu'est la ZAD en fait. À la ZAD, vous pouvez très facilement aller dans la ZAD, avoir un usage du territoire là-bas et être intégré très rapidement dans la communauté. Moi, c'est la différence que je verrais. On peut s'inspirer de ces mécanismes, à condition de faire attention à la manière dont on délimite la communauté. Et la tour dit aussi tout le risque. Il faut atterrir, mais attention au terroir quand même, à ne pas s'enfermer dans des terroirs. Je vais essayer de faire très vite, juste pour rebondir sur quelque chose qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup pensé les données humains en termes de vivants. Et donc il y avait un préjugé biotiste, je ne sais pas comment il faut dire, mais autour des vivants. Il se trouve que dans la constitution bolivienne a été discuté, ça n'a pas été admis, mais ça a été discuté, ça a été envisagé, la possibilité de donner des droits aussi aux artefacts. Vous savez qu'aujourd'hui, plus que le vivant, ce qui pèse le plus en termes de tonnage, c'est la technosphère. Donc en termes de commun négatif, aussi ce qu'il faut appréhender, voir et ce dont il faut hériter, c'est aussi de cette technosphère. Et donc la question juridique peut se poser aussi par rapport à ça, d'autant plus que la frontière du vivant n'est pas forcément toujours évidente. Donc là encore, il y a une difficulté. Ce qui me semble important de dire aussi, c'est que la question... Alors nous, on a tout ça... Par rapport à la dernière remarque sur la nature, on ne s'est pas approprié le concept de nature, on l'a aussi mis à distance pour les raisons que vous avez bien indiquées, parce qu'il y a toute une histoire, toutes les problématiques, etc., etc. Je pense que l'enjeu, en tout cas à titre personnel, l'enjeu n'est pas ici de proposer une théorisation générale des communs en disant, alors maintenant il ne faut plus parler de ressources, ça je pense qu'on peut le défendre quoi qu'il arrive, mais de substituer par contre une approche générique à la place des ressources en disant elle va fonctionner dans le monde entier. On voit bien que selon les contextes, selon les pays, selon les combats, selon les communautés, etc., sont aussi des mécanismes qui jouent à des titres divers au niveau juridique, au niveau cosmologique, au niveau politique, etc., et que donc ça fait partie des leviers que ces communautés-là s'inventent. Donc, il ne s'agit pas forcément de dire que toutes les expérimentations que l'on observe aujourd'hui sont transposables ou généralisables. Il s'agit de dire par contre que face à une situation aujourd'hui qui est une situation catastrophique, un peu partout dans le monde, des gens ont recours, sous des formes diverses, à la possibilité soit de donner des droits à un élément juridique, soit de lui reconnaître une personnalité morale, soit d'utiliser d'autres mécanismes en reconnaissant plutôt une personnalité à la relation, finalement, en donnant des droits à la relation. Mais voilà, donc il ne s'agit pas ensuite d'épurer et de dire ça c'est le meilleur exemple et que cela ne valent rien. Il s'agit juste de voir que face à une situation globale, il y a des réponses qui sont des réponses extrêmement diverses, qui peuvent mobiliser le droit, qui peuvent mobiliser d'autres ontologies, d'autres cosmologies, et c'est essentiellement de ça dont il faut s'inspirer, sans forcément espérer le répliquer tel quel ici, mais y réfléchir en sachant que nos problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Donc notre appréhension du monde n'est pas forcément la même, nos artefacts, nos infrastructures ne sont pas forcément les mêmes, et que donc voilà, il y a une source d'inspiration, mais il ne s'agit pas évidemment de répliquer les choses telles quelles. Et par rapport à tout ça, je dirais que la question, c'est moins d'ailleurs de ce point de vue-là, de repartir des communs que de repartir de la situation qui est la nôtre, où les communs font partie des réponses qui mobilisent, les droits accordés à la nature ou aux relations font partie des enjeux qui mobilisent aussi, mais que finalement l'enjeu c'est pas d'abord les communs. L'enjeu pour moi, je disais tout à l'heure, il y a 4 questions. C'est la question que pose la tour, où atterrir, quand on passe du globe à la Terre, où on atterrit. L'autre question par rapport aux outils, c'est comment on atterrit. Et on voit qu'il y a des outils qu'on peut remobiliser. Nous, on hérite des outils de la gestion. On ne va pas s'en débarrasser du jour au lendemain. Donc de toute façon, il faut les remobiliser pour sans doute faire autre chose. D'autres héritent du droit des colonisateurs, ils le remobilisent pour faire autre chose, etc. Donc on est dans cette logique d'héritage et de redirection qui est extrêmement importante, mais qui est également multiple et qui varie selon les pays, selon les situations, selon les communautés, etc. Donc, où atterrir, quand atterrir, comment atterrir, et je dirais moi quand atterrir, parce que quand on regarde la question temporelle, pour moi c'est une des questions les plus importantes. Vous savez, si on continue la transition énergétique au rythme actuel, il y a une étude du MIT qui montre que ça prendra 363 ans. Vous imaginez bien que 363 ans, c'est pas le bon timing. D'un autre côté, si on accélère, on a un autre problème, c'est qu'on grille les années où il faut faire des économies, c'est-à-dire les 1 à 2 ans, aujourd'hui on parle de 1 à 2 ans maintenant, où il faut justement décélérer très fortement. Donc si j'accélère, ça ne marche pas.
je ne sais pas tellement faire autrement, et si je continue au rythme actuel, ça ne marche pas non plus. Donc comment on fait? On ne peut pas accélérer, on ne peut pas décélérer, on ne peut pas continuer au rythme actuel. Et bien là, justement, se posent de nouvelles questions qui sont un peu des questions différentes, des questions traditionnelles où les communs, finalement, pouvaient trouver leur place dans une réappropriation, mais avec un monde holocénique pour le coup, c'était un monde qui dure. Là, c'est pas un monde qui dure, donc qu'est-ce que ça devient? Donc je dirais que la question du monde prime sur la question des communs. J'oserais dire ça. Et la dernière question, on me l'a posée tout à l'heure, c'est avec qui on atterrit? Évidemment, s'il y a 2 milliards de réfugiés climatiques à échéance pas si lointaine que ça, ben, le cadre de l'État-nation, le cadre juridique, tout un ensemble de cadres dans lesquels on évolue aujourd'hui vont être profondément transformés. Donc effectivement, les communautés n'ont plus le même sens, les communautés sont des communautés nouvelles, avec des gens qui ne se côtoyaient pas forcément jusque-là. Enfin, moi, je ne fais pas partie de ceux qui se disent que la solution, c'est d'exterminer les gens. Je suis désolé, c'est pas mon trip. Je sais qu'il y en a, mais c'est pas mon trip. Donc la question, c'est avec qui on va vivre et comment on va vivre avec de nouvelles personnes et comment on va vivre aussi soi-même en devenant évidemment migrant, parce que la question de savoir qui est migrant aujourd'hui, qui est migrant demain n'est pas résolue. Donc je dirais, voilà, l'idée, c'est plutôt de passer à travers ce tamis, ces 4 éléments, pour moi en tout cas, le concept de commun pour voir ce qui est le plus pertinent de faire dans une échéance assez brève. En fait. Donc la question n'est pas effectivement la théorie des communs ou sauver la théorie des communs absolument, etc., etc. La question c'est de survivre. Les communs sont un élément pour le faire, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on repense tout ça et comment on agit en conséquence? Merci. C'est très intéressant ce que tu viens de mettre sur la table. Dans le cas de la reconnaissance en Colombie de droits, alors on dit que c'est une portion de l'Amazone qui a reçu des droits, mais en fait c'est exactement ce que tu dis, c'est un milieu de vie qui a reçu des droits là-bas. Et les Indiens qui ont porté le recours, l'idée qui a gagné, ils le défendaient au nom d'une notion qu'ils appellent leur droit bioculturel. Et la notion, et ça nous permet justement de sortir de cette économie entre les droits naturels et les droits culturels. Et je trouve que cette association, et on tombe tout de suite là dans ce que Escobar dit, ce qu'il a préservé, c'est des manières de concevoir le monde. Et ces manières-là, elles sont ancrées dans des pratiques dites culturelles, dans des visions du monde, mais après, comme disait Alexandre, elles ont aussi un impact dans les pratiques, donc elles s'incarnent sur un territoire. Voilà. Donc cette notion-là de droit bioculturel me paraît vraiment intéressante là-dessus. Après, sur les mécanismes institutionnels, je ne vais pas essayer de faire une typologie, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui arrivent. Vous avez des sortes d'approches globales. Pour moi, la Pachamama, c'est une sorte d'approche globale. C'est-à-dire à l'échelle d'un État, on personnifie la nature, c'est pas exactement la nature, mais à une approche globale. Ensuite, vous avez des approches médiales, comme l'ont fait pour la rivière Wanganui, où là, on va institutionnaliser les droits sur un milieu donné. Et après, vous avez des approches qui redeviennent individualistes. C'est par exemple la thèse qui constituerait à donner des droits aux vaches, aux animaux, en tant qu'individus. Donc là, on voit que cette question juridique, elle peut se mettre à 3 niveaux. Moi, j'ai quand même tendance à considérer que si on veut institutionnaliser des relations, comme l'a dit Jean-Claude Bois tout à l'heure, l'enjeu pour moi, c'est de redéfinir le droit dans un sens relationnel et d'instituer des relations, de protéger des liens, des relations, des liens d'interdépendance. J'ai l'impression que l'approche médiale me paraît la plus féconde. Pour ce que vous disiez tout à l'heure sur la ZAD et le droit d'usage, il y a une juriste qui travaille en ce moment qui s'appelle Sarah Van Huxem, qui est en train de redéfinir le droit de propriété comme un droit d'habiter un lieu, et donc d'un musée. Et elle le fait d'une manière en plus qui est magnifique, c'est-à-dire qu'elle le fait uniquement à partir des éléments de la tradition occidentale. C'est-à-dire qu'elle montre en fait, dans le droit romain, ensuite dans toutes les strates qui se sont déposées dans le droit occidental, il y avait la possibilité de construire la propriété comme un droit d'habiter une terre. Et elle dit, à l'arrivée, on n'aurait même pas besoin d'aller chercher dans les cosmologies non occidentales. C'est-à-dire qu'en fait, on a simplement oublié les éléments dans nos traditions qui nous auraient permis d'accéder à ces niveaux-là. Et elle parle des communs aussi, elle s'intéresse aux communs fonciers traditionnels, qui existent encore, hein, comme l'état de trace. Sarah Van Huxem, elle a écrit un très beau livre qui s'appelle La propriété de la terre. Et pour remonter sur la question sur la neige, elle, Sarah, par exemple, c'est quelqu'un qui est très, très dubitative vis-à-vis de la tour et de son idée de faire un parlement des choses, parce qu'elle dit si vous faites un parlement des choses, vous ferez des humains qui parlent au nom des non-humains, et finalement ça tombera dans une sorte de démocratie représentative,
et on sait bien comment ces choses-là finissent. Absolument. Et donc elle essaie carrément de faire en sorte que les choses elles-mêmes aient des droits directement, sans passer par la figure d'un sujet qui les représenterait. C'est très compliqué à concevoir, mais elle voit tout de suite le risque qu'il pourrait y avoir à faire comme ça voilà, des représentants des non-humains qui parleraient à leur place. C'est une approche très intéressante. Je fais une autre précision parce que je vais m'en vouloir terriblement si je ne le fais pas. On a réussi après toute une après-midi sans parler d'Anna Tsing. Je ne sais pas si vous avez vu un livre qui s'appelle Le champignon de la fin du monde. Et elle est d'utile culture d'un champignon très particulier qui s'appelle le Matsutake, que les Japonais aiment beaucoup, qui doivent aller chercher maintenant très loin parce qu'ils ont détruit les conditions de vie de ce champignon au Japon. Et ils vont les chercher notamment aux États-Unis où il y a des cueilleurs qui s'organisent pour les cueillir. Elle étudie tout le cycle des circulations de ce champignon. Et elle a vraiment développé un concept. Il y a le concept de commun négatif d'Alexandre qui est très précieux. Et elle a développé un concept qu'elle appelle commun latent, qui est une redéfinition du concept de commun de manière à intégrer cette question des non-humains. Et c'est ce qu'elle fait est vraiment très intéressant. Elle part de la notion d'enchevêtrement et d'interdépendance en disant que ce qui est le commun, c'est les relations d'interdépendance qui existent entre les humains et les non-humains. Et elle est là dans 15 jours en fait à Paris. Et mardi, je crois qu'elle sera à la Gaîté Lyrique. Je sais vraiment d'aller l'entendre. C'est mardi-là. Et ce qui est intéressant, c'est que son concept est tout à fait transposable à la situation des villes. Parce que la question des liens d'interdépendance dans la ville pourrait s'exprimer sous la forme du commun latent. Et elle dit que l'enjeu politique, c'est de prendre conscience de ces liens d'interdépendance et d'activer ces liens pour en faire des moteurs de mobilisation politique. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est que comme on n'a pas une ontologie relationnelle, elle appelle ça latent, parce que pour elle, ces communs-là, ils sont cachés et invisibles. On est incapable de nous-mêmes, et là tout on dit ça aussi, de décrire nos propres liens d'interdépendance. On n'en a même plus conscience. On n'est même pas outillé mentalement pour les voir. Et elle dit que c'est pour ça qu'elle est anthropologue. Et elle a développé toute une méthode d'enquête pour aller identifier ces liens, les percevoir, prendre conscience aussi des gens qui les existent. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et elle a une chose, elle dit, elle est très méfiante sur les institutions. Parce qu'elle dit que ce qui est très compliqué, justement, c'est de transformer ces réseaux de liens en institutions sans perdre justement cette force du lien. Et c'est quelqu'un de très inspirant, et son livre est extraordinaire, comme si vous l'avez pas lu. Je découvre le champignon de la fin du monde. Anna Tsing.